le cas choquant de la famille qui a traversé vers les États-Unis. Avec leur bébé, et ils se sont réveillés les bras vides. Personne ne pouvait imaginer qu'un voyage si planifié, si sacrifié et plein d'espoir se terminerait avec une mère regardant le désert les mains vides, se demandant si Dieu l'avait écoutée à un moment donné. Personne ne pouvait anticiper qu'après avoir traversé une frontière en quête d'une vie meilleure, la seule chose qu'elle trouverait serait le silence le plus cruel, l'écho du nom d'une fille disparue dans l'obscurité et un souvenir trop vif de la dernière fois qu'ils l'avaient vue endormie dans leurs bras. Ce n'est pas une histoire sur des chiffres ou des statistiques migratoires. C'est l'histoire de deux cœurs brisés, d'une foi emballés avec une couverture d'enfant, et d'une question qui n'a toujours pas et demeure sans réponse: où était l'idée? Je suis Borgo, et ceci est Mexico Prohibido. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à nous accompagner dans cette histoire qui ne laissera personne indifférent. Ici, nous parlons de ce que peu de gens veulent raconter. Car derrière chaque mur, il y a un nom. Et derrière chaque nom, une blessure ouverte. Gerardo ne voulait pas partir. Il était de ces hommes qui n'avaient pas besoin de grand-chose pour être heureux. Dans son atelier de couture à San Juan de los Lagos, il suffisait d'une table en bois, d'une vieille machine Singer et du son de sa fille rampant sur le sol pour sentir que le monde était complet. Mais la pandémie a emporté les commandes, le loyer, la nourriture, et lui a aussi arraché sa dignité. Quand il s'est vu vendre le ventilateur de la maison pour acheter un sac de riz, il a compris que ce qui était en jeu n'était plus son confort, mais la vie de sa famille. Maëra, sa femme, ne disait pas grand-chose. Elle était devenue silencieuse depuis qu'elle avait perdu une grossesse antérieure à cause du stress. Et maintenant, elle ne vivait que pour s'occuper de Lia, qui avait déjà 11 mois et des yeux qui semblaient demander le pourquoi de tout. La décision n'a pas été prise sur un coup de tête. Ils ont vendu le peu qu'ils avaient, un réfrigérateur usagé, un lit matrimonial, les bijoux de mariage. Un cousin qui avait traversé des années auparavant les a mis en contact avec un guide, un homme nommé Tonio, de peu de mots et aux mains pleines de cicatrices. Il a demandé $7 000 pour les emmener en Arizona. Il leur a dit que c'était une route sûre, qu'il la traversait chaque semaine, que s'ils suivaient ses instructions, rien ne se passerait. Il les a avertis qu'ils voyageraient en groupe et qu'il y aurait d'autres personnes avec des enfants, afin de ne pas attirer l'attention. La traversée commencerait à l'aube, en partant de Sonoita et en marchant sur des routes balisées dans le désert. Gerardo a hésité. Mais quand il a vu Maëra enrouler la couverture de Lia comme si elle disait adieu à son berceau, il a su qu'il n'y avait plus de retour en arrière. La nuit de la traversée, ils ont rencontré 8 autres personnes. 2 frères de Veracruz, un couple âgé du Chiapas et une femme avec 2 enfants qui n'avaient pas plus de 5 ans. Tous se taisaient. Personne ne voulait en savoir plus que nécessaire sur l'autre. Les bébés ont été légèrement sédatés avec du sirop pour dormir pendant la marche. C'est ce qu'ils faisaient, disait Tonio. S'ils pleuraient, ils pouvaient mettre tout le monde en danger. Maëra ne voulait pas. Mais en voyant l'autre mère le faire, elle a cédé. Lia s'est endormie profondément contre sa poitrine, son petit visage enveloppé dans un bonnet bleu tricoté par sa grand-mère. Ils ont marché toute la nuit. Le froid du désert n'était pas comme ils l'imaginaient. Il était rude, traître, avec un vent qui semblait emporter les pensées. Gerardo portait un sac à dos avec 2 bouteilles d'eau, un peu de pain, et des couches enveloppées dans un sac scellé. Par moments, il portait aussi Maëra, qui commençait déjà à ressentir les effets de la chaleur accumulée de la veille. Quand le soleil commença à se lever, Tonio leur ordonna de se cacher sous un affleurement rocheux. Ils ne pouvaient pas être vus du ciel. Ils dormiraient là, en silence,
jusqu'à ce qu'il soit sûr de continuer. Le deuxième jour fut pire. La chaleur n'était plus un problème théorique, c'était un ennemi tangible. Certains commencèrent à vomir. Une femme âgée s'évanouit. Tegnaud distribua du sérum en poudre mélangé à de l'eau chaude. À midi, l'un des frères se tordit la cheville en marchant sur une fissure. Tonio le regarda et dit qu'il devait décider, soit rester et attendre une aide qui n'arriverait jamais, soit marcher avec douleur. Le groupe se sépara. 5 continuèrent avec Tonio. Gerardo, Maera et le couple Chapaneka restèrent en arrière. Le guide leur laissa une gourde supplémentaire et une carte mal dessinée avec l'itinéraire suivant. Il leur dit que s'ils marchaient droit vers le nord, ils verraient un poteau électrique avec des marques rouges. Là, quelqu'un les ramasserait à la tombée de la nuit. Maera n'en pouvait plus. Son visage était enflé, sa peau brûlée par le soleil. Gerardo la couvrait avec son t-shirt, tandis qu'il portait Lia, qui continuait de dormir depuis l'aube. Il ne savait pas si c'était à cause du sirop ou de l'épuisement. Quand la nuit arriva, ils trouvèrent le poteau. Ils se réfugièrent derrière des roches. Là, pour la première fois, ils dormirent profondément. Trop profondément. Quand Gerardo ouvrit les yeux, il n'y avait pas de silence. Il y avait quelque chose de pire, l'absence de bruit. Le poids sur sa poitrine avait disparu. Il ne sentit pas les pieds de Lia contre son estomac, ni la chaleur de son petit corps. Il regarda autour de lui et crut rêver. Il réveilla Maera, qui ne comprenait pas encore ce qui se passait. Il chercha dans les sacs à dos, dans les recoins, derrière les pierres. Il cria son nom, d'abord d'une voix contenue, puis avec un hurlement qui déchira l'aube. Le couple Chapaneka se réveilla en sursaut. Personne n'avait rien vu ni entendu. Il n'y avait pas de traces, pas de signe de lutte. Il n'y avait pas de couche, ni de bonnet, ni la couverture. Seul l'écho. Maera tomba à genoux, les mains dans la terre, appelant sa fille comme si le désert pouvait lui rendre une réponse. Gerardo, hors de lui, commença à courir sans but, laissant derrière lui le sac à dos, l'eau, tout. Il marcha pendant des heures, pieds nus, jusqu'à ce que ses jambes ne répondent plus. Ce fut le couple qui les accompagnait, qui réussit à envoyer un message depuis une colline, où, miraculeusement, il y avait du signal. Ils appelèrent le 911. Ils dirent le peu qu'ils savaient. Un hélicoptère arriva à l'aube. Les agents de la patrouille frontalière encerclèrent bien la zone. Le désert, cependant, gardait le silence. Ce fut la dernière fois que Gerardo vit cet endroit. Car ce qui vint ensuite fut un autre type d'enfer. Un que aucune carte ne pouvait montrer. Et qui, d'une certaine manière, n'est toujours pas terminé. Gerardo ne comprenait pas pourquoi il l'interrogeait, comme s'il était le responsable. Il pouvait à peine se tenir debout lorsque 2 officiers américains, l'un avec un accent marqué en anglais et l'autre qui parlait espagnol avec dureté, commencèrent à lui poser des questions répétées, presque comme s'ils cherchaient une confession. Ils lui demandèrent d'expliquer où était sa fille, pourquoi elle avait disparu, ce qu'il avait fait pendant qu'il dormait. Gerardo répondait entre les sanglots, la gorge sèche, l'esprit fracturé par la culpabilité. Il ne savait pas s'il vivait un rêve ou une condamnation. Chaque mot qu'il disait semblait être utilisé contre lui. À un certain moment, on lui a dit qu'il pourrait être accusé de négligence ou même de quelque chose de pire. Il le regardait comme s'il leur cachait quelque chose, comme si le manque de réponse était une preuve de culpabilité. Maera, de son côté, a été transportée en ambulance à un hôpital à Tucson. Elle était déshydratée, sa tension avait chuté et elle présentait des saignements vaginaux dus à l'effort extrême. À un certain moment,
On lui a mis du sérum. On lui a offert une couverture. Mais elle ne sentait ni le froid, ni le chaud. Elle voulait seulement savoir si quelqu'un la cherchait, si une patrouille, des gens, un bénévole, était en train de traquer le désert où sa fille avait disparu. Quand elle a essayé de demander des nouvelles de Gerardo, on lui a dit qu'il était en train d'être interrogé. Quand elle a voulu lui parler, on lui a dit que ce n'était pas possible. Ils étaient séparés, isolés. Comme si, en plus d'avoir perdu leur fille, le système s'acharnait à briser ce qu'il restait de cette famille. Ils ont passé presque 48 heures dans cet état. Gerardo a été retenu dans un centre de traitement migratoire, avec des cellules sans fenêtre, avec une lampe blanche allumée tout le temps, avec un lit de camp métallique et une bouteille d'eau qu'il ne pouvait pas ouvrir, parce que ses mains tremblaient. Le 3e jour, un agent hispanique au visage plus humain s'est approché. Il lui a expliqué qu'il ne l'accuserait formellement de rien, mais qu'ils enquêtaient toujours. Ils lui ont remis un formulaire, l'ont fait signer des papiers qu'il ne comprenait pas, et lui ont dit qu'il serait libéré bientôt, bien qu'il n'ait pas spécifié quand. Alors, quand il a demandé des nouvelles de Mayra, l'agent l'a regardé avec une compassion contenue et lui a dit qu'elle avait déjà été rapatriée au Mexique ce même matin. La nouvelle lui est tombée dessus comme un second coup. Ils n'ont même pas pu se dire au revoir. Il n'a même pas pu lui dire qu'il était désolé, qu'il la chercherait, qu'il ne laisserait pas le nom de sa fille être enterré parmi les cactus. Il est resté seul, bloqué, avec un sac en plastique transparent qui contenait sa ceinture, des billets mexicains froissés et la photo de sa fille qu'il portait pliée dans sa poche arrière. C'est alors qu'il a décidé de ne pas rentrer. Pas encore. Il s'est présenté volontairement pour collaborer à l'enquête. Il voulait savoir ce qui s'était passé. Il voulait comprendre. Les autorités lui ont permis de rester quelques jours de plus sur le territoire américain en tant que témoin. Il a été envoyé dans un foyer pour migrants à El Paso, où il a commencé à connaître d'autres noms, d'autres tragédies, d'autres récits. Un Hondurien lui a raconté que sa sœur avait été enlevée à Tamaulipas. Un Salvadorien a dit avoir traversé 3 fois juste pour retrouver sa mère. Mais tous gardèrent le silence quand Gerardo racontait son histoire. Parce qu'il n'y avait pas de douleur plus lancinante que la sienne. Celle d'avoir perdu sa fille pendant qu'elle dormait. Pendant ce temps, Mayra était déjà de retour à Jalisco. Hébergée chez sa mère dans une chambre qui sentait l'humidité et l'impuissance. Elle ne sortait pas. Elle ne mangeait pas. Elle ne parlait pas. Elle regardait le berceau vide, les petits vêtements de la fille qu'il n'avait pas réussi à vendre, la tasse avec le nom brodé à la main. Tout était un écho cruel de ce qui n'était plus. Sa mère essayait de la consoler, mais elle pleurait aussi en silence. Les voisins murmuraient, certains avec pitié, d'autres avec jugement. Ils disaient que c'était sa faute d'avoir exposé l'enfant. Comment osait-il traverser avec un bébé? Que cela leur arrivait parce qu'ils étaient des illégaux. Mayra s'accrochait à une seule chose, la promesse de Gerardo. Elle savait qu'il continuerait à chercher. Elle savait qu'il ne se reposerait pas. Et elle avait raison. À Tucson, quelques jours plus tard, Gerardo fut convoqué par des agents fédéraux qui lui montrèrent un rapport préliminaire. À proximité de l'endroit où ils avaient campé, ils avaient trouvé de petites empreintes qui s'éloignaient du site. Ils trouvèrent aussi des restes de rubans adhésifs avec des dessins enfantins, le même type qu'ils utilisaient pour fermer le sac à dos de Lia. Mais le plus troublant fut ce qui suivit. Il n'y avait aucune trace d'animaux sauvages, ni de sang, ni d'indice d'une attaque. Les empreintes humaines allaient dans la direction opposée à la route du groupe. Elles étaient restées fraîches, et à côté d'elles,
apparaissaient des empreintes de bottes plus grandes. On considérait la possibilité que quelqu'un ait suivi le groupe, ou que même un autre groupe ait croisé leur route et, ou pour des raisons inconnues, ait pris la petite fille. La théorie de l'enlèvement commença à prendre de la force. Le nom d'un possible suspect surgit de la bouche de l'un des migrants qui avait traversé cette même zone auparavant, un individu surnommé le Diable, connu pour intercepter des groupes à la traîne dans le désert et offrir de l'aide, alors qu'en réalité il se livrait au trafic de personnes, surtout de mineurs. Il ne se laissait jamais voir 2 fois au même endroit. Il ne répétait jamais sa route. C'était un fantôme parmi le sable. Gérardo entendit ce nom et sentit que quelque chose se brisait en lui. Sa fille n'était pas perdue. Elle pouvait être entre les mains de quelqu'un. Et cela le dévorait. Avec l'aide d'une ONG de droits de l'homme, il réussit à prolonger son séjour de quelques jours. Il commença à visiter des églises, des refuges, des centres d'aide aux migrants en Arizona et au Nouveau-Mexique. Il montrait la photo de Lia. Il demandait, il suppliait. Beaucoup disaient ne pas l'avoir vue. D'autres promettaient de prévenir si quelque chose survenait. Chaque jour était une montagne russe de faux espoirs et de déceptions. Chaque fois que le téléphone portable prêté qu'on lui avait donné sonnait, il sentait que son cœur allait sortir de sa poitrine. Mais rien. Finalement, une avocate bénévole lui dit qu'il devait retourner au Mexique. Son statut était incertain, et s'il le trouvait hors des limites du permis qui lui avait été accordé, il pourrait être arrêté. Ils lui offrirent de l'aide pour revenir. Ils lui promirent qu'il continuerait à chercher. Mais pour lui, rien n'avait de sens si ce n'était pas avec sa fille dans les bras. Avec l'âme en morceaux et une volonté déjà usée, il accepta. Il traversa de nouveau la frontière. Mais cette fois, dans le sens inverse, sans bruit, sans chaleur, sans désert. Seulement une ligne invisible et le poids insupportable de l'absence. Maëra l'attendait en silence à la gare routière. Ils ne coururent pas s'embrasser. Ils ne pleurèrent pas. Ils se regardèrent seulement comme quelqu'un qui a survécu à une guerre sans balles. Ils se tinrent la main. Et dans ce geste simple, ils recommencèrent. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre. Mais bien que les jours passaient, la douleur ne cédait pas. Les gens commençaient à oublier. Les nouvelles ne l'ont jamais rapporté. Les autorités s'en désintéressèrent. Mais Gérardo ne pouvait pas dormir. Maëra ne pouvait pas se reposer. La vie continuait. Mais pour eux, tout s'arrêta ce matin-là dans le désert. Et ils ne savaient pas encore que, 8 mois plus tard, un appel changerait tout. L'appel arriva un lundi à l'aube. Quand le ciel laissa un air gris et que la chaleur du jour n'avait pas commencé à poindre entre les tuiles humides du quartier, Gérardo était assis sur une chaise en plastique dans la cour arrière, le regard perdu dans le tronc d'un citronnier sec. Le téléphone portable, un vieux modèle prêté par un voisin, vibra 2 fois avant qu'il ne réponde. La voix de l'autre côté parlait un espagnol clair, avec un accent frontalier, et se présenta comme Matteo, volontaire dans un centre d'aide humanitaire situé à la périphérie d'El Paso, Texas. Il ne fut pas direct. D'abord, il demanda s'il parlait avec M. Gérardo Morales, père d'une mineure disparue des mois auparavant. Ensuite, il demanda confirmation sur le nom complet de la fillette, son âge, ses signes particuliers. La voix de Gérardo devint de pierre, tremblante et âpre. Quand il commença à donner les détails, Lia Morales Ramirez, 11 mois, cheveux châtain foncé, une tache de naissance en forme de lune derrière l'oreille gauche. Matteo garda le silence pendant quelques secondes avant de dire qu'il ne pouvait rien promettre, mais que quelqu'un au centre avait remarqué un bébé avec des traits similaires,
sous la garde d'une femme guatémaltèque qui affirmait l'avoir trouvée seule, près d'un champ de coton à la périphérie de Las Cruces, Nouveau-Mexique. Gerardo sentit que le monde s'évanouissait autour de lui. Le cœur lui martelait les tempes, les jambes lui faisaient défaut. Il demanda des détails. Matteo expliqua que la femme, d'environ 30 ans, avait traversé la frontière en groupe des semaines auparavant et avait été reçue par un refuge chrétien, où elle raconta l'avoir trouvé le bébé durant sa traversée. La femme n'avait pas de documents. Et son histoire semblait invraisemblable. Elle disait que la petite était seule, sans parents ni groupe, pleurant entre des buissons, enveloppée dans une couverture tachée de terre. Personne ne savait comment elle était arrivée là. Personne n'avait signalé sa disparition dans cette zone. La femme l'avait soignée, nourrie avec du lait maternisé donné, et disait l'avoir sauvée de mourir. Mais la fillette ne répondait pas à son nom. Elle pleurait seulement en silence la nuit. Le volontaire expliqua que, en remarquant le comportement retiré de la fillette et les lacunes dans l'histoire de la femme, ils décidèrent de consulter les bases de données des migrants et des refuges. Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent à une publication d'une ONG mexicaine qui documentait les disparitions de mineurs entre les traversées frontalières. Là, ils virent la photo de Lia. Bien que l'image ne fût pas nette, Matteo sentit qu'il y avait une connexion. C'est pourquoi il appelait. C'est pourquoi il demandait. Gerardo raccrocha avec la promesse de recevoir plus d'informations dans les prochaines 24 heures. Il courut à la chambre, où Maida dormait depuis des heures, les yeux ouverts. Il ne lui dit rien au début. Il la serra seulement, avec une force qui faillit la briser. Puis, avec la voix entrecoupée, il lui expliqua ce qu'il venait d'entendre. Maïda ne réagit pas comme il s'y attendait. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas, elle ne sauta pas d'émotion. Elle murmura seulement qu'elle ne pouvait pas se permettre de croire. Plus maintenant. Pas après tant de fois où son cœur fut entraîné par de fausses espérances. Cependant, ce même jour, Gerardo reçut un courriel avec 3 photographies. Dans l'une d'elles, prise dans une chambre blanche au mur en bloc, une fillette apparaissait assise sur une couverture, regardant vers le bas. Ses cheveux étaient plus longs, son visage avait un peu changé, mais les yeux restèrent les mêmes. Dans la deuxième image, une main soulevait légèrement ses cheveux, révélant la tache de naissance derrière l'oreille. Dans la troisième, la fillette tenait un biberon de lait des 2 mains, avec un bracelet improvisé au poignet. Il disait « Reina ». Maïda vit les photos en silence. Quand elle arriva à la troisième, elle laissa échapper un cri sourd. Toujours sans rien dire, elle commença à caresser l'écran avec les doigts, comme si elle pouvait la toucher. Puis, elle éclata en sanglots. Elle n'avait plus besoin d'aucune preuve. C'était elle. Il le savait. Son corps le savait. Son âme aussi. Ce qui vint après fut une course contre le temps, contre la bureaucratie et contre les souvenirs. Gerardo contacta l'ONG qui l'avait aidé des mois auparavant. Il leur expliqua tout. Il leur montra les courriels, les photos, les messages. Ils s'activèrent immédiatement. Il fallait organiser un test ADN. Mais le faire depuis le Mexique, avec une mineure aux États-Unis sous garde informelle, était légalement complexe. Une intermédiation diplomatique, des permis judiciaires, une coordination entre les autorités migratoires, consulaires et civiles étaient nécessaires. Mais un jeune avocat, d'origine chicano, s'offrit d'intercéder. Son nom était Daniel, et il avait entendu l'histoire dans un cercle de volontaires. Daniel réussit à ce que Maïda et Gerardo soient admis temporairement pour réaliser le test ADN dans un bureau du consulat mexicain à Ciudad Juárez. Avec l'aide d'une organisation humanitaire, ils obtinrent transport, logement et accompagnement légal. Traverser la frontière, cette fois, fut différent.
Il n'y avait pas de certitude. Il n'y avait pas de silence. Il y avait de la peur, oui, mais d'un autre type. La peur que tout soit une erreur, qu'elle ne soit pas elle. Que le destin se moque une fois de plus. À Juarez, ils leur prirent des échantillons buccaux. Ils les envoyèrent à un laboratoire à El Paso. Les 72 heures d'attente furent éternelles. Ils ne dormaient pas. Ils ne mangeaient pas. Ils regardaient seulement l'horloge. À l'aube du 4e jour, Daniel l'appela. Il ne fit pas d'introduction. Il dit seulement un mot. Positive. Le test avait confirmé la paternité et la maternité biologique avec 99,98% de certitude. C'était Lia, sa fille, vivante. Les pleurs furent immédiats. Mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était un mélange de soulagement, d'incrédulité et de peur contenue. Car maintenant venait le plus difficile, la récupérer. La femme Guatemala était la seule qui l'avait. Lia ne s'opposait pas à la remettre, mais demandait de le faire de manière sûre. Elle ne voulait pas être accusée de séquestration. Elle alléguait les avoir sauvés. Il disait n'avoir pas eu l'intention de la séparer de ses parents. Qu'elle pensa qu'elle avait été abandonnée. Que personne ne la cherchait. L'ONG décida de ne pas judiciariser l'affaire. Lia serait remise lors d'un acte privé, dans un centre pastoral à Chihuahua, en présence de travailleurs sociaux, de témoins légaux et de personnel médical. Le jour des retrouvailles, Mayra ne pouvait pas se tenir debout. Gerardo la tenait par le bras, mais lui-même avait les doigts engourdis. Quand ils entrèrent dans la pièce, ils virent une femme mince, au visage buriné et au regard humble, assise avec la petite fille dans les bras. En les voyant, la femme se leva, marcha lentement et remit Lia sans dire un mot. La petite fille regarda Mayra d'abord avec confusion, puis Gerardo, et alors, dans un geste presque imperceptible, elle leva les bras vers sa mère. Mayra l'embrassa comme qui recommence à respirer. Gerardo tomba à genoux. Lia ne pleura pas. Elle appuya seulement sa tête sur l'épaule de sa mère, comme si le corps reconnaissait avant l'esprit. Comme si dans cette étreinte, elle trouvait, enfin, la paix volée. La femme guatémaltèque s'en alla en silence. Elle ne demanda rien. Elle ne chercha pas à se mettre en avant. Elle leur souhaita seulement bonne chance. Et elle fit ses adieux avec une phrase que Mayra n'oublierait jamais. Dieu l'a gardée tant qu'il a pu. Maintenant, elle est à vous à nouveau. Il n'y eut pas de caméra. Il n'y eut pas de flash. Seulement une famille brisée qui commençait à coudre, point par point, le fil de ce qui était perdu. Et bien que le chemin vers la guérison fût long, au moins, pour la première fois en presque un an, ils n'étaient minces et pas seuls. Lia était avec eux. Et cela changeait tout. Durant les premiers jours après les retrouvailles, le silence qui les avait accompagnés pendant si longtemps commença à se remplir de nouveaux sons. Ce n'étaient matés pas des éclats de rire, ni de longues conversations, pas encore. C'étaient des murmures, les murmures entrecoupés de Mayra quand elle parlait au jour les nuits. Des mots qui semblaient un sortilège pour la retenir près, pour s'assurer qu'elle ne disparaîtrait pas de nouveau pendant qu'elle dormait. C'étaient aussi les pas lents de Gerardo en marchant dans la pièce, comme s'il craignait que le sol ne puisse se briser sous son poids. Il y avait dans cette maison prêtée de Chihuahua un mélange de soulagement et de traumatisme. Comme si tout ce qui avait été vécu n'avait pas encore été entièrement compris. Comme si chaque caresse à la fille était aussi une question sans réponse. Lia était différente. Elle ne pleurait pas, elle ne riait pas. Elle observait tout avec des yeux grands ouverts, comme si le monde était un lieu nouveau chaque jour. Elle mangeait en silence. Elle dormait en silence.
Elle avait développé une habitude particulière. Elle cachait de petits objets sous les couvertures ou à l'intérieur de ses chaussures, comme si elle craignait de les perdre. Une petite cuillère, un morceau de ruban, une pierre. Maïra le remarquait et ne disait rien. Elle la laissait simplement faire. Elle comprenait, sans mots, que chacun survivait comme il pouvait. Un médecin bénévole du centre pastoral recommanda qu'il commence une attention psychologique infantile. Il suggéra également que les parents aient un accompagnement. Le traumatisme ne disparaît pas avec un câlin, dit-il. Il se transforme. Et s'il n'est pas affronté, il se transmet. L'ONG réussit à les orienter vers un programme d'assistance pour les familles migrantes rapatriées. Ils resteraient une semaine de plus à Chihuahua, dans une maison partagée avec 2 autres familles, pendant que leur retour à Jalisco était défini et que le suivi médical du jour était organisé. Pendant ce temps, Gerardo commença à écrire. Il n'était pas écrivain, il n'avait même pas le secondaire complet. Mais il sentait que s'il ne mettait pas en mots ce qu'il avait vécu, il s'effondrerait. Il écrivait à l'aube, dans un cahier jaune à lignes épaisses, utilisant une plume qu'on lui avait offerte à l'abri. Il écrivait pour se souvenir et pour ne pas se souvenir. Parfois, il notait seulement des phrases isolées. Elle respirait et moi pas. Nous avons dormi avec elle. Nous nous sommes réveillés les bras vides. Le désert n'a pas de mémoire. Mais moi, oui. Maïra l'observait depuis la cuisine, parfois depuis le couloir. Elle ne lisait rien. Elle respectait cet espace. Elle comprenait que c'était aussi une partie de sa reconstruction. La nouvelle des retrouvailles ne tarda pas à circuler parmi les bénévoles et certaines communautés de foi qui les avaient soutenues. Personne ne l'a rendue publique sur les réseaux ni dans les médias. Ce n'était pas une histoire à viraliser. C'était une blessure qui commençait à peine à se refermer. Mais une journaliste locale, qui collaborait avec des causes migrantes, demanda à les interviewer avec respect, sans montrer de visage ni de nom complet. Au début, Maïda refusa. Elle ne voulait pas exposer Lia à rien de plus. Mais Gerardo pensa que peut-être raconter leur histoire pourrait éviter que d'autres familles ne passent par la même chose. Finalement, ils acceptèrent sous la condition de maintenir la vie privée de la fille. L'interview fut brève, contenue, sincère. Il n'y eut pas de dramatisme inutile. Ils parlèrent de la décision de migrer, du désert, du moment où ils perdirent Lia, et de ce qu'ils ressentirent quand ils la récupérèrent. La journaliste, émue, leur demanda s'ils croyaient que tout ce qu'ils avaient vécu valait la peine. Maïda baissa le regard. Gerardo prit l'air et dit qu'il ne savait pas s'il appelait « valoir la peine ». Mais il savait que chaque pas, chaque blessure, chaque nuit sans dormir, l'avait rendu plus conscient de la valeur de ce qu'ils avaient. Et que si un jour sa fille lui demandait pourquoi ils étaient partis, il répondrait avec la vérité. Parce que nous voulions te donner un futur. Et parce que nous n'avons jamais cessé de te chercher. La note fut publiée dans un bulletin imprimé distribué dans des refuges et des foyers pour migrants. Elle ne devint pas virale, mais elle arriva aux mains de personnes qui avaient besoin de la lire. L'une d'elles fut un prêtre à Tapachula, qui avait perdu contact avec une mère hondurienne, qui lui demanda de l'aide pour traverser avec son fils. Une autre fut une avocate à Monterrey, qui traitait des cas de disparition à la frontière. Toutes 2 écrivirent des lettres à l'ONG, remerciant que cette histoire, bien que dure, ait été racontée. En revenant à Jalisco, la famille fut reçue sans faste. La mère de Maïda les embrassa comme si elle pouvait rattraper le temps perdu. Les voisins regardaient avec un mélange de curiosité et de respect. Certains s'excusèrent pour ce qu'ils avaient dit des mois auparavant, d'autres simplement les évitèrent. Gerardo et Maïda ne cherchèrent pas la notoriété. Ils voulaient juste revenir à la normalité,
bien qu'il savait que ce mot ne signifiait plus la même chose. Avec l'aide d'une fondation locale, ils louèrent un petit appartement près du centre. Il était modeste, mais il avait l'essentiel, un lit, une cuisinière, un réfrigérateur usagé et un coin pour le berceau de Lia. Gerardo trouva du travail dans un atelier de tapisserie, et Maïda, peu à peu, commença à cuisiner pour vendre des tamales les week-ends. C'était un début, un nouveau départ. Les dimanches après-midi, ils allaient se promener au parc. Lia, qui avait déjà commencé à faire ses premiers pas, courait après les petits oiseaux et riait avec un mélange de timidité et de joie. Maïda ne pouvait s'empêcher de la regarder. Parfois, elle s'arrêtait net, juste pour l'écouter respirer. Gerardo la comprenait. Les dimanches, il savait que ce son, celui de leur fille qui respirait, était maintenant leur façon de prier. Mais bien que la routine commençait à prendre forme, les nuits restaient un territoire complexe. Lia se réveillait souvent en sursaut. Elle criait sans son. Elle s'accrochait au cou de sa mère comme si le monde allait s'effondrer. Le pédiatre expliqua que c'était normal, que l'esprit infantile enregistre le traumatisme de formes invisibles, qu'avec amour et patience, c'était son ours guérirait. Mais la peur de Maïda n'était pas seulement pour Lia. C'était pour elle-même, pour tout ce qu'elle avait enterré sous la peau et qu'elle ne savait pas encore nommer. Ce fut alors qu'elle décida d'écrire une lettre. Elle ne savait pas pour qui. Peut-être pour Dieu, peut-être pour elle-même. En elle, elle parlait de sa fille, de son mari, du désert, des silences. Elle raconta qu'elle rêvait encore de la couverture vide, qu'elle devait encore s'endormir. Mais elle dit aussi qu'il y avait des jours où elle parvenait à rire sans culpabilité, qu'il y avait des après-midi où elle cuisinait sans se souvenir, que Lia, en disant maman pour la première fois après son retour, lui avait rendu un morceau de l'âme qu'elle croyait perdue. Cette lettre fut lue dans un groupe de soutien pour femmes migrantes à Guadalajara. Quelqu'un l'imprima et la laissa sur un banc d'église à Chiapas. Une autre personne la partagea avec une mère à Tijuana. Sans que Maïda le sache, sa douleur convertie en mots commença à soigner aussi d'autres. Gerardo, de son côté, termina le cahier jaune. Il le titra L'écho du désert. Il ne cherchait pas à le publier. Il le laissa dans une boîte, enveloppé dans un foulard de sa fille, comme un témoignage intime, comme une amulette. Et bien qu'il savait qu'il restait encore beaucoup à guérir, il n'avait plus peur de regarder vers l'avant. Parce que chaque pas qu'il faisait maintenant était accompagné par les petits pieds de Lia, qui couraient, trébuchaient, se relevaient et recommençaient à courir. Comme la vie elle-même. Comme eux. Comme tous ceux qui un jour se sont réveillés les bras vides, mais le cœur encore disposé à continuer de chercher. Quand Gerardo reçut l'invitation à parler dans une petite paroisse de l'intérieur du Michoacán, il hésita. Il ne se considérait comme un exemple de rien. Il ne se voyait pas comme quelqu'un ayant l'autorité de se tenir devant un public et de raconter ce qu'il avait vécu, comme si c'était un enseignement. Pour lui, c'était encore une blessure ouverte, quelque chose de trop intime. Mais celui qui l'invitait était le père Ernesto. Une vieille connaissance de son enfance qui coordonnait maintenant un réseau d'accompagnement spirituel pour les familles migrantes. Il lui dit que son témoignage pouvait être une semence. Pas une solution, mais un éveil pour beaucoup qui, comme lui, étaient en silence. Après en avoir parlé avec Maïda, il accepta. Il prépara quelques notes sur une feuille froissée. Ce n'était pas un discours. C'était plutôt une conversation avec lui-même, mise à voix haute. Il se tint devant une douzaine de personnes, la plupart pères et mères, avec de jeunes enfants, et commença à parler sans fioriture.
Il raconta comment la décision de migrer fut prise, comment chaque peso réuni était une promesse, comment la peur devint routine. Il parle du désert sans dramatisme, de la fatigue qui ne laisse pas penser, de la terreur de se réveiller et de ne pas trouver celui qu'on aime le plus. Quand il mentionna Lia, sa voix se brisa, mais il ne s'arrêta pas. Il dit que pendant des mois, il pensa qu'il n'entendrait plus sa voix, que chaque nuit, il se demandait si elle était vivante, si elle avait froid, si quelqu'un l'embrassait. Et que maintenant, chaque fois qu'il l'entendait dire « papa », il s'obligeait à croire qu'il était encore possible de se reconstruire. En terminant, personne n'applaudit. Ce n'était pas une histoire pour cela. Il y eut un silence dense, presque sacré. Ensuite, une femme au fond se leva et s'approcha. Elle lui tendit une photographie de son fils, qui avait tenté de traverser seul à 16 ans et n'était jamais revenu. Elle lui dit que l'écouter lui avait donné quelque chose qu'elle ne ressentait plus depuis des années. La paix. Gerardo ne sut quoi dire. Il lui rendit seulement son regard et la tint dans une longue étreinte. Dans ce geste, il comprit que son histoire, bien que douloureuse, pouvait aussi être utile. À partir de ce moment, ils commencèrent à l'inviter dans plus d'endroits. Parfois à des centres communautaires, d'autres fois à des collèges ou dans des récits de formation pastorale. Il ne faisait jamais payer. Il ne cherchait ni la gloire, ni la reconnaissance. Il parlait seulement, et chaque fois qu'il le faisait, il rentrait chez lui plus léger. Maïda l'encourageait. Elle lui disait que donner voix à leur histoire était aussi une façon d'honorer ce qu'ils avaient vécu. Elle, de son côté, trouva aussi un espace. Elle commença à assister à des réunions de femmes organisées par une ONG locale. Là, non seulement elle écoutait, mais elle tricotait aussi. Elle recommença à le faire après des années. Ses mains retrouvèrent la mémoire que la douleur leur avait volée. Elle commença à faire des bonnets pour bébés, en situation vulnérable. Ensuite, des couvertures pour mères dans des refuges. Un jour, quelqu'un lui demanda de parler lors d'une de ces réunions. Elle ne voulut pas au début. Mais ensuite, comme Gerardo, elle comprit que se taire ne leur servait à rien. Et elle parla. Elle raconta son histoire depuis le corps, depuis la peau de mère, depuis les nuits où elle sentit que son utérus vide était une tombe, depuis les fois où elle s'accrocha à une photographie comme qui s'accroche à la vie. Sa voix, au début tremblante, devint ferme. Car chaque mot qui sortait de sa bouche était aussi une façon de se donner naissance à nouveau. Pendant ce temps, Lia grandissait. Elle avait déjà presque 3 ans. Elle courait dans la maison avec ses jouets, imitait les gestes de sa mère, se cachait derrière les rideaux. Elle avait encore des épisodes d'anxiété, surtout la nuit. Mais ils avaient diminué. Elle avait commencé une thérapie avec une spécialiste en développement infantile. Elle dessinait beaucoup. Ses dessins étaient simples, comme ceux de n'importe quel enfant de son âge. Mais parfois apparaissait une figure avec une couverture sur une petite maison seule, au milieu de nulle part. La thérapeute expliqua à Mera que c'était une partie du processus. Que même si Lia ne se souvenait pas avec précision de ce qu'elle avait vécu, son corps, lui, s'en souvenait. Et qu'à travers le jeu et l'expression, on pouvait libérer ce qui ne peut pas être dit avec des mots. Un après-midi, alors qu'elle jouait dans le parc avec d'autres enfants, Lia tomba et se blessa au genou. Ce ne fut pas grave, mais elle commença à pleurer fort. Gerardo courut la soulever, mais elle ne voulait pas de réconfort. Elle s'agrippa au sol et criait de manière incompréhensible. Mera arriva aussi et ensemble, ils tentèrent de la calmer. Ce n'était pas la douleur physique, c'était autre chose. C'était la peur, c'était la mémoire. Cette nuit-là,
Lia ne dormit pas. Elle se réveillait toutes les demi-heures, transpirant, les yeux ouverts, comme si elle voyait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Ce fut alors qu'ils décidèrent qu'ils devaient faire un pas de plus. Ils contactèrent une organisation spécialisée dans la prise en charge des victimes de traite et de déplacement d'enfants. Ils leur offrirent un programme de prise en charge intégrale qui incluait un accompagnement psychologique, des ateliers pour parents et des conseils juridiques pour documenter le cas de Lia afin de protéger ses droits. Ils acceptèrent. Ils savaient que le chemin n'était pas terminé, que l'avoir retrouvée ne suffisait pas, qu'ils devaient maintenant l'aider à comprendre, à guérir, à grandir, sans que son histoire ne la définisse. Le processus fut long. Pendant des mois, ils assistèrent à des sessions de groupe, apprirent sur les traumatismes infantiles, les techniques de contention émotionnelle et les formes de communication empathique. Ils apprirent à ne pas faire pression, à ne pas trop poser de questions, à respecter les temps de Lia. Mais ils apprirent aussi sur eux-mêmes. Ils découvrirent comment la peur les avait rendus fragiles, comment la culpabilité s'immisçait dans chaque décision, comment ils avaient aussi besoin de se pardonner eux-mêmes. Ce fut lors d'une de ces sessions que Gerardo parla, pour la première fois, d'une pensée qui l'avait accompagné en silence, la culpabilité de s'être endormi cette nuit-là. Il le dit les yeux fermés, presque dans un murmure. Il dit que chaque fois qu'il serrait Lia dans ses bras, il sentait qu'il ne méritait pas ce moment, que quelque chose en lui continuait de croire qu'il avait échoué. Le psychologue l'écouta en silence. Puis, il lui dit qu'il n'était pas le seul, que beaucoup de parents portaient des culpabilités pour des décisions prises dans des contextes extrêmes, que le pardon est parfois plus difficile quand il s'agit de soi-même, mais que le reconnaître était le premier pas. Mera partagea aussi quelque chose qu'elle n'avait pas dit auparavant, que pendant les mois où Lia avait disparu, elle rêvait parfois qu'elle la trouvait, mais qu'elle ne la reconnaissait pas. Que dans ses rêves, la petite fille la regardait avec des yeux étranges, comme si elle n'était plus sa mère. Elle confessa que, même après les retrouvailles, elle sentait parfois qu'elle ne savait pas comment redevenir mère, qu'elle avait peur de se tromper, de ne pas être à la hauteur. Une autre mère du groupe s'approcha et lui prit la main. Elle lui dit qu'être mère n'est pas avoir toutes les réponses, mais être disposée à continuer de marcher aux côtés de l'enfant, même dans l'obscurité. Avec le temps, ces sessions sont devenues un espace sûr, non seulement pour guérir, mais pour construire quelque chose de nouveau. Un après-midi, lors d'une activité artistique, ils ont demandé aux parents de dessiner une image qui représenterait leur processus de guérison. Gerardo dessina un arbre avec des racines profondes et une branche cassée qui repoussait. Maëra dessina un nid. Lia, qui était déjà une partie active de l'espace, dessina un grand soleil, avec de nombreux rayons qui touchaient une petite fille, un homme et une femme aux mains longues. Quand on lui demanda ce que c'était, elle répondit « C'est ma famille quand je ne pleure pas ». Ce dessin resta accroché au mur du centre. Et chaque fois qu'il le voyait, il se rappelait que la douleur ne disparaît pas, mais se transforme. Que les blessures ne s'effacent pas, mais se soignent. Et que l'histoire qui les unissait, aussi douloureuse qu'elle fût, pouvait aussi servir de base à quelque chose de beau. Car ils étaient revenus du silence. Ils étaient revenus d'une nuit sans lune. Et maintenant, chaque mot qu'ils prononçaient, chaque étreinte, chaque pas qu'ils faisaient, était une façon de revivre. Ensemble, en famille. Comme témoin que même dans les déserts les plus sombres, parfois, l'espoir fleurit aussi. L'été à Jalisco apportait avec lui
une chaleur persistante qui s'infiltrait par les murs du petit appartement, séchant les vêtements suspendus avant midi et laissant les nuits avec une sensation collante et lourde. Mais cet après-midi-là, malgré la chaleur, la maison avait une ambiance différente. Sur la table de la cuisine, Maëra pliait soigneusement des couvertures tissées, les préparant pour une livraison au centre communautaire. Lia, maintenant âgée de presque 4 ans, était assise par terre et dessinait avec des crayons de couleur, tandis que Gérardo essayait de se concentrer sur une demande de soutien économique d'un programme gouvernemental pour petites entreprises. C'était la première fois qu'il se sentait dans une routine. Le son de la sonnette rompit le calme. Maëra s'essuya les mains sur sa jupe et alla ouvrir la porte. Un jeune homme au visage aimable et au sac à dos sur l'épaule se présenta comme Julian, membre d'un réseau de soutien aux victimes de disparitions forcées qui collaborait avec la même organisation qui les avait aidés il y a quelque temps. Il apportait avec lui une invitation. Il voulait leur proposer de participer à un documentaire qui recueillerait des histoires de familles migrantes ayant fait face à des situations extrêmes. Cela ferait partie d'une campagne de sensibilisation qui serait présentée lors de forums communautaires, non pour exhiber, mais pour éduquer. La proposition incluait un respect total de leur vie privée, une option d'anonymat et un contrôle créatif sur ce qui serait montré. Gérardo regarda Maëra en silence. Tous deux savaient que raconter à nouveau leur histoire ne serait pas facile. Mais ils savaient aussi que cette histoire n'était plus seulement la leur. C'était celle de centaines de familles qui cherchaient encore des réponses, qui pleuraient encore sans savoir à qui demander de l'aide. Ils acceptèrent, à une condition, que Lia ne soit pas exposée directement, que sa voix, son visage, son identité restent protégés. Ils voulaient raconter ce qu'ils avaient vécu, oui, mais sans transformer leur fille en symbole de quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Les premiers enregistrements commencèrent des semaines plus tard. L'équipe était réduite. Une jeune réalisatrice au regard honnête, un caméraman discret et une femme expérimentée en accompagnement psychosocial. Les entretiens eurent lieu au centre communautaire, dans une pièce adaptée avec une lumière chaude et des meubles simples. Gérardo parla le premier. Sa voix, bien que plus assurée qu'avant, trembla à des moments clés. Quand il a raconté comment il portait Lia au milieu du désert, comment il a senti le froid de l'aube sans son poids sur sa poitrine, et comment le silence fut plus cruel que n'importe quelle menace. Les yeux de ceux qui filmaient se sont humidifiés. Il n'y a pas eu de coupure. Il n'y a pas eu de répétition. Seulement la vérité. Maëra a parlé ensuite. Son ton était posé, presque didactique. Elle a raconté non seulement la douleur, mais aussi le processus de guérison. Elle a parlé de la culpabilité de la reconstruction, de comment elle avait appris à respirer de nouveau en tissant. Elle a partagé de petits détails, intimes, qui révélaient la profondeur du trauma. Le son d'un berceau vide, la peur de s'endormir, la façon dont elle évitait de voir certaines couleurs parce qu'elles lui rappelaient les vêtements de sa fille lors de ce voyage. Mais elle a aussi parlé de force, de foi, de communauté. De comment les autres mères lui avaient tendu la main quand tout semblait perdu. Pendant une pause dans les enregistrements, la réalisatrice du documentaire leur a montré des fragments d'autres interviews. Une mère salvadorienne qui cherchait son fils disparu à Reynosa. Un jeune Hondurien qui a traversé seul et aidait maintenant dans une cantine pour migrants. Un grand-père guatémaltèque qui avait élevé ses petits-enfants après avoir perdu sa fille durant le trajet vers le nord. Gérardo et Maëra ont écouté en silence. Ils se reconnaissaient dans chaque histoire. Ils ont compris que la douleur qu'ils avaient vécue n'était pas isolée. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, et que leur témoignage pouvait être une étincelle pour que d'autres ne se sentent pas seuls.
Le documentaire a été projeté dans une salle communautaire de Guadalajara, en présence d'organisations civiles, de leaders religieux, de volontaires et de quelques familles migrantes. Gerardo et Mayra y ont assisté avec Lia, bien qu'elle soit restée dans une pièce annexe à jouer avec d'autres enfants. Avant de commencer la projection, la réalisatrice a remercié toutes les personnes qui avaient fait confiance au projet et a rappelé que l'important n'était pas le film, mais ce qu'on en faisait après. Les conversations qu'il générerait, les questions qu'il activerait, les consciences qu'il toucherait. La salle s'est plongée dans un silence profond, tandis que les images remplissaient l'écran. Les témoignages s'entremêlaient comme un tissu de voix brisées, de regards fermes et de gestes qui en disaient plus que les mots. Quand est venu le tour de l'histoire de Gerardo et Mayra, il n'y a pas eu de musique de fond ni d'effet. Seulement leur voix, leurs gestes, leurs poses. Quand cela s'est terminé, il y a eu une longue pause. Ensuite, des applaudissements contenus, non de célébration, mais de respect. À la fin de la séance, plusieurs personnes se sont approchées. Certains ont seulement dit merci, d'autres ont pleuré en silence. Une femme âgée s'est approchée d'eux et leur a pris les mains. Elle leur a dit que son fils était mort en traversant le désert et que pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle pouvait en parler. À partir de ce jour-là, l'histoire de Gerardo, Mayra et Lia a commencé à circuler dans des espaces où auparavant la douleur migrante était invisible. Elle a été présentée dans un forum à Oaxaca, dans une université à Monterrey, dans une paroisse de Veracruz. Toujours avec le même esprit, non comme un spectacle, mais comme une vérité partagée. Et dans chaque lieu, de nouvelles personnes s'approchaient, racontaient leurs histoires, cherchaient du réconfort. Mais tout n'a pas été simple. Il y a eu ceux qui ont remis en question leur décision de traverser avec un bébé. Certains commentaires sur les réseaux sociaux, bien que limités, les taxaient d'irresponsables, d'égoïstes, d'avoir exposé une mineure par ambition. Mayra les a lus en silence une nuit, tandis que Gerardo dormait. Elle sentit l'ancien nœud dans sa poitrine se resserrer à nouveau. Mais le lendemain, lors d'une réunion du groupe de soutien, elle en parla. Une travailleuse sociale a rappelé que la pauvreté, la peur, le désespoir ne sont pas de l'ambition, que vouloir survivre n'est pas de l'égoïsme, et que personne, absolument personne, ne peut juger ce qui est décidé quand on a faim et un enfant dans les bras. Malgré tout, ils ne s'arrêtèrent pas. Ils continuèrent à parler, à écrire, à participer. Mayra fut invitée à collaborer à un programme d'accompagnement des femmes migrantes enceintes. Elle tricotait des couvertures, mais offrait aussi des mots. Gerardo, quant à lui, commença à écrire une chronique mensuelle dans un bulletin du diocèse local, où il réfléchissait sur la migration, la famille et la foi. Ses textes étaient simples, mais pleins d'humanité. Dans l'un d'eux, il écrivit « Nous ne sommes ni des héros, ni des martyrs. Nous sommes des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, et qui continuent d'apprendre, chaque jour, à ne pas abandonner. » Lia commença à fréquenter une école communautaire. Son adaptation fut lente, mais ferme. Elle était réservée au début, mais elle s'est peu à peu détendue. Elle s'est fait sa première amie, une petite fille aux cheveux bouclés appelée Paloma, avec qui elle partageait des crayons et des contes. Un jour, lors d'une activité scolaire, on leur demanda de dessiner leur famille. Lia dessina 3 personnes sous une grande étoile. Quand la maîtresse lui demanda ce qu'était cette étoile, elle répondit « C'est ce qui m'a trouvé quand j'étais perdue. » Mayra entendit cela à la fin de la journée, quand la maîtresse le lui raconta. Et elle ne put s'empêcher d'avoir les yeux remplis de larmes. Cette nuit-là, elle serra fort sa fille dans ses bras. Fort. Elle lui caressa les cheveux
et lui chuchota qu'elle ne serait plus jamais seule. Qu'à présent, quoi qu'il arrive, il y aurait toujours quelqu'un qui chercherait sa voie dans l'obscurité. Gérardo, de l'autre côté de la pièce, l'observa en silence. Et il comprit que, malgré tout ce qu'ils avaient vécu, il y avait encore de la beauté, encore de la tendresse. Et que ce qui les unissait n'était plus seulement la douleur, mais aussi l'espoir qu'ils avaient construit parmi les décombres. Car même si la blessure persistait, ce n'était plus une plaie ouverte. C'était une cicatrice, un signe qu'ils avaient survécu, ensemble, et que peut-être, un jour, ils pourraient vivre sans peur. Le mois d'octobre arriva avec des vents plus frais et des après-midi dorés qui teintaient les rues de Jalisco d'un ton nostalgique et serein. Dans la vie de Gérardo, Maïda et Lia, les jours semblaient finalement avoir trouvé un rythme tranquille, une sorte d'équilibre délicat entre ce qui fut et ce qui pouvait être. Mais à l'intérieur de chacun, surtout de Maïda, continuait de battre une inquiétude silencieuse. Une question qu'elle n'avait pas encore pu formuler entièrement. Que se passerait-il si tout se brisait à nouveau? Cette inquiétude fit à nouveau apparaître la blessure un matin quelconque, quand Maïda reçut un appel du centre communautaire où elle collaborait. On l'informa qu'une jeune mère, migrante guatémaltèque, était arrivée avec un bébé dans les bras, en état de choc. Elle ne parlait pas. Elle ne mangeait pas. Elle pleurait seulement en silence. Les travailleuses sociales n'avaient pas réussi à établir de communication émotionnelle avec elle et croyaient que peut-être Maïda, de par son histoire et sa sensibilité, pourrait l'aider. Elle hésita. Elle ne se sentait pas prête. Mais quelque chose en Maïda la poussa à dire oui. Quand elle arriva au centre, et vit la femme assise dans un coin de la pièce, recroquevillée sur l'enfant, comme voulant le cacher du monde. Quelque chose se brisa en elle. Non pas à cause de l'histoire d'autrui, mais parce qu'elle s'était vue elle-même, des années auparavant, dans la même posture, avec la même peur. Elle s'assit à ses côtés sans rien dire. Elle lui offrit seulement une couverture tissée, comme celle qu'elle avait faite pour tant d'autres. La femme ne parla pas, mais accepta. Ce fut le début d'une relation silencieuse, de femme à femme, de mère à mère. Pendant des semaines, Maïda la visita, lui apporta des aliments, des vêtements, des produits d'hygiène. Jamais elle ne pressa. Jamais elle ne demanda. Elle fut juste là. Jusqu'à ce qu'un jour, la femme, qui s'était à peine identifiée comme Rosa, lui remit une feuille de papier froissée avec des dessins maladroits faits au stylo-bille. C'étaient des lignes simples. Mais en elles, il y avait des figures de personnes marchant, une embrada, une tour de surveillance. Et à la fin, une petite figure à l'intérieur de ce qui semblait une boîte ou une cellule. Rosa, avec Boston, Blorosa, lui dit qu'elle avait été séparée de sa fille en traversant la frontière et qu'elle ne savait pas si elle était vivante. L'enfant qu'elle portait n'était pas le sien. Elle l'avait trouvé sur le chemin, abandonné. Maïda sentit un courant électrique lui parcourant le corps. Cela remua des couches profondes de sa propre histoire. Elle sentit à nouveau l'odeur du désert, l'angoisse de ne pas savoir. Mais elle ne se laissa pas entraîner. Elle respira profondément et prit la main de Rosa. Elle lui promit qu'elle ferait tout leur possible pour l'aider, qu'elle n'était pas seule, qu'il existait des chemins, même s'ils étaient longs, et dans ce geste, elle comprit quelque chose d'important. Aider les autres n'était pas un fardeau, mais une manière de compléter sa propre guérison. Rosa fut intégrée à un programme de réunification familiale avec soutien légal et psychologique. Maïra l'accompagna dans tout le processus. Ensemble, elles assistèrent à des audiences, complétèrent des formulaires,
parlèrent avec des avocats et des travailleurs sociaux. Chaque pas était un défi, un obstacle, une attente, mais elles ne se rendirent pas. Et bien que le cas de Rosa mit des mois à se résoudre, elles réussirent finalement à retrouver sa fille, qui avait été transférée dans un refuge en Californie. La réunification fut possible. Pas immédiatement, pas sans difficulté, mais elle se produisit. Et dans ce moment, quand Mahera assista de loin à l'étreinte entre mère et fille, elle sentit que quelque chose se liava en elle-même. Non pas comme une fin, mais comme une réponse. Cela avait valu la peine. Pendant ce temps, Gerardo continuait ses écrits. L'un d'eux fut sélectionné pour être publié dans un livre collectif sur des expériences de migration et de résistance familiale. Le texte s'intitulait « Se réveiller les bras vides ». L'éditeur lui demanda l'autorisation de l'inclure comme chapitre final, en guise de clôture pleine d'espoir. Gerardo hésita, mais Mahera l'encouragea. Elle lui dit que cette histoire n'était pas seulement la sienne, et qu'en la partageant, elle pourrait peut-être toucher des vies qu'il ne connaîtrait jamais. Le livre fut présenté dans une feria culturelle organisée par des collectifs de droits humains. Gerardo et Mahera assistèrent avec le jour, qui avait maintenant 4 ans et demi, et commençait à parler de son histoire avec une innocence qui désarmait tout le monde. Une fois, en voyant une photographie d'un désert dans une exposition, elle dit à sa mère « Te souviens-tu quand tu m'as perdu et que tu m'as trouvé avec les bras ?» Mahera ne sut que répondre. Elle s'agenouilla, l'embrassa et lui dit que oui, qu'il l'avait contrado avec les bras. Cette phrase, si simple et puissante, resta avec eux. Peu de temps après, elles reçurent une nouvelle invitation. Cette fois-ci, ce n'était pas pour parler ni pour enregistrer. C'était pour faire partie d'une équipe de travail dans la création d'un manuel d'accompagnement pour les familles migrantes en transit. Un document qui servirait de guide dans les centres de passage, les foyers et les refuges dans différents États de la République. Gerardo se chargerait des textes testimonials. Mahera, du chapitre sur le soutien émotionnel chez les mères avec de jeunes enfants. Ils acceptèrent avec enthousiasme, mais aussi avec humilité. Ils savaient qu'ils n'étaient pas experts, mais s'ils avaient quelque chose que peu pouvaient offrir, une expérience vécue, une douleur traversée, une guérison en cours. Le travail leur prit plusieurs mois. Ils recueillaient des histoires, analysaient des besoins, révisaient des protocoles. Il y avait des jours où ils terminaient épuisés, émotionnellement drainés. Mais il y avait aussi des jours où tout prenait sens. L'une des sections du manuel, écrite par Maïda, s'intitulait « Comment étreindre quand il n'y a plus de mots ». C'était un texte bref, rempli d'images douces, qui parlait de caresses, de silence, de chaleur humaine. Ce fut l'un des plus appréciés par ceux qui ont révisé le document. Pendant le processus, ils rencontrèrent des dizaines de personnes engagées dans la cause migrante, des psychologues, des religieux, des activistes, des mères célibataires, des volontaires étrangers. Chacun avec une histoire, chacun avec une blessure. Et à chaque rencontre, Gerardo et Maïda trouvaient des fragments d'eux-mêmes. Ils comprirent que la douleur partagée ne se multiplie pas, mais se répartit. Et que la mémoire, lorsqu'elle se met au service des autres, cesse d'être seulement une cicatrice et devient un outil. Lia continuait de grandir. Elle aimait chanter, jouer à être docteur, écrire des lettres isolées dans un vieux cahier. Parfois, elle demandait après le désert. Non pas avec peur, mais avec curiosité. Gerardo et Maïda répondaient avec honnêteté, sans dramatisation. Ils lui disaient que ce fut un lieu où des choses difficiles se produisirent, mais aussi où ils apprirent à ne pas se rendre.
Lia écoutait, puis changeait de sujet. Comme si elle savait quand c'était suffisant. Comme si, dans sa sagesse enfantine, elle comprenait que la vérité n'a pas toujours besoin de tous les détails. Un dimanche après-midi, pendant qu'il préparait des enchiladas à la maison, Lia s'approcha de sa mère avec une feuille de papier. Elle avait dessiné une ligne ondulée avec des couleurs, et d'un côté, 3 figures. De l'autre, une grande étoile et un cœur. « Qu'est-ce que c'est, mon amour ?» demanda Méda. « C'est le chemin. Ici, nous sommes toi, papa et moi. Et elle est ce que nous avons laissé. Mais nous ne l'oublions pas. » Maïda la regarda en silence. Elle lui caressa les cheveux et sentit que sa fille était plus proche de comprendre qu'elle ne l'imaginait. Ce dessin resta collé au mur de la salle à manger. C'était leur carte, leur témoignage, leur promesse. Parce que, même si le plus difficile était déjà passé, ils savaient que la vie ne cessait de présenter des défis. Mais ils savaient aussi qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils ne marchaient plus avec peur, mais avec mémoire, et que chaque pas, chaque mot, chaque histoire partagée était une façon d'honorer le vécu et de continuer d'aller de l'avant. L'histoire de Gerardo, Maëra et Lia n'était pas celle d'une famille parfaite, ni celle d'une tragédie close. C'était celle d'une famille qui, après avoir tout perdu, refusa de rester dans le silence, qui décida de se reconstruire non pas depuis l'oubli, mais depuis l'amour, et qui comprit que même quand on se réveille les bras vides, il reste encore le cœur pour continuer à chercher. De sorte que l'automne se termina par un changement profond, presque imperceptible mais constant, comme le cours d'une rivière qui cesse de frapper la pierre et commence à l'entourer. La famille de Gerardo, Maëra et Lia ne vivait plus dans l'ombre de ce qui s'était passé, mais ne prétendait pas non plus l'effacer. C'était une partie de leur récit, une partie de ce qui le sugnait, comme ces cicatrices qui ne font plus mal, mais que l'on caresse de temps en temps pour se souvenir d'où l'on vient. Et ce fut précisément dans ce contexte de transformation qu'une nouvelle opportunité arriva, une de celles que l'on ne cherche pas, mais qui, lorsqu'elles arrivent, exigent une décision de fond. La fondation avec laquelle ils avaient collaboré pour écrire le manuel d'accompagnement leur proposa d'assumer un rôle plus actif dans le travail de terrain, non seulement comme porte-parole, mais comme médiateur communautaire. Ils voulaient ouvrir un centre de soutien familial aux alentours de Tapachula, un lieu où mères, pères et enfants qui venaient de traverser ou étaient sur le point de traverser pourraient trouver orientation, soutien émotionnel, repos et, surtout, humanité. L'équipe avait besoin de personnes avec une expérience directe, pas seulement technique. Des gens qui sauraient écouter sans juger, et ils pensaient à eux. La proposition était ambitieuse. Elle impliquait de déménager pour au moins 1 an, de s'adapter à de nouvelles conditions, de laisser derrière eux la routine qu'ils avaient construite avec tant d'efforts. Gerardo devrait quitter l'atelier. Maëra suspendre ses réseaux de travail à Jalisco. Mais plus important encore, comment cela affecterait-il Lia ? Était-il prêt à la déplacer à nouveau d'environnement, à l'exposer à un espace où la migration et la douleur étaient visibles chaque jour ? La conversation à la maison fut longue, posée, avec des silences profonds. Ils ne prirent pas de décision immédiate. Lia, étrangère à tout, continuait de jouer dans le salon, ignorante que son avenir pouvait changer en quelques semaines. Maëra parla de sa peur de revivre des choses. Gerardo partagea sa crainte que ce don les éloigne d'eux-mêmes. Mais ils parlèrent aussi de but, de comment ils sentaient qu'ils n'étaient pas arrivés jusqu'ici juste pour revivre comme si rien ne s'était passé. Finalement, le cœur serré mais convaincu, ils dirent oui. Ils déménagèrent à Tapachula début janvier.
quand la ville respirait encore les relents des fêtes de Noël, et que la saison laissait place à de longs jours, avec un soleil qui ne pardonnait pas. Le centre fut installé dans une grande maison, adaptée avec des cabinets de consultation, des salles de jeu, des dortoirs et une cuisine communautaire. Maëra s'occupait du secteur des femmes sans enfance. Gérardo, des sessions d'orientation pour les pères. Lia fut inscrite dans une petite école proche où, à la surprise de tous, elle s'adapta rapidement. La petite fille qui avait craint de dormir seule faisait maintenant des dessins sur sa nouvelle maison, sur les dames qui pleurent, comme elle disait, et sur les couvertures qui guérissent que sa mère tissait. Le travail ne fut pas facile. Chaque jour, il recevait des histoires dures, des familles brisées, des enfants traumatisés, des adolescents perdus, des mères seules, des pères désespérés. Parfois, à la fin de la journée, Maëra s'asseyait devant le ventilateur, la tête entre les mains, se demandant si ce qu'il faisait servait vraiment à quelque chose. Mais alors arrivait un câlin, ou un sourire, ou une lettre écrite par un enfant reconnaissant. Et cela suffisait pour recommencer. Un des cas qui les marqua le plus fut celui d'une petite fille haïtienne de 5 ans, appelée Esther, qui avait traversé depuis la Colombie avec sa mère et son oncle. En chemin, la mère mourut de déshydratation, et l'oncle, se voyant dépassé par la situation, la laissa dans un refuge au Panama. De là, elle fut transférée à différents points jusqu'à arriver au Mexique, seule, sans langue, sans repère. Maëra fut celle qui réussit à établir le contact avec elle. Elle lui enseigna des mots de base en espagnol, elle jouait avec des poupées, elle tissait des bracelets ensemble. Esther ne parlait presque pas, mais quand elle prononça enfin le nom de sa mère, ce fut en regardant Maëra. À ce moment, Maëra comprit qu'il ne suffit pas de sauver des vies. Il faut aussi les soutenir, les nourrir, leur redonner un sens. Gérardo, de son côté, travailla intensément avec des hommes migrants qui parlaient rarement de leurs émotions. L'un d'eux, un paysan salvadorien nommé Pedro, avait traversé avec son fils de 8 ans et portait une immense culpabilité de l'avoir exposé à l'enlèvement. Lors des sessions, Gérardo ne disait pas grand-chose. Il racontait seulement son histoire. Il laissait les silences se remplir seuls. Et peu à peu, Pedro commença à parler. Une fois, il lui dit « Vous ne m'avez pas sauvé, mais vous m'avez montré que je ne suis pas seul. » Ces mots suffirent à tout justifier. Le centre devint un point de référence. Il recevait quotidiennement des scènes de personnes, des ateliers, des groupes de soutien, des conseils juridiques, des campagnes de santé étaient organisées. Lia, bien que petite, était une sorte de symbole du lieu. Non pas parce qu'il l'exposait, mais parce que son énergie, sa tendresse et son histoire étaient présentes sur les murs, dans les contes qui étaient racontés, dans les dessins qui pendaient partout. Une bénévole peignit une fresque dans un des couloirs, inspirée d'elle. Un arbre aux racines profondes, une étoile en haut, et 3 figures qui s'embrassaient sous son ombre. À la moitié de l'année, la directrice du centre proposa de réaliser une journée de réflexion communautaire. Un espace où chaque membre pourrait partager ce que ce travail lui avait signifié. L'événement fut simple, avec de la nourriture partagée, de la musique douce et des bougies allumées. À la fin, ceux qui le désiraient pouvaient te raconter leur histoire devant tous. Gérardo parla avec fermeté. Il dit qu'il était arrivé avec peur, mais qu'il avait trouvé une famille. Maëra parle d'une voix posée. Elle dit qu'elle avait appris à ne pas avoir peur de la douleur d'autrui, qu'accompagner l'autre serait aussi une façon de se soigner elle-même. Quand elle eut fini, une mère hondurienne demanda la parole.
Elle dit qu'elle avait traversé avec son bébé dans les bras et qu'elle avait été sur le point de le remettre à des étrangers par désespoir. Mais en voyant Maëra et Lia ensemble, elle changea d'avis. Elle dit que sa fille était en vie grâce à cet exemple. Maëra ne put contenir ses larmes. Lia, qui jouait à quelques mètres, courut vers elle et l'embrassa sans savoir pourquoi. Gérardo les regarda et comprit, sans besoin de mots, qu'ils avaient pris la bonne décision. Cette année-là à Tapachula fut intense, dure, mais profondément transformatrice. Quand leur période fut terminée, ils décidèrent de retourner à Jalisco, non par fatigue, mais parce qu'ils sentaient qu'ils devaient clore un cycle. Mais ce qu'ils portaient avec eux n'était plus une histoire tragique. C'était une histoire vécue, partagée, resignifiée. Et cela ne se perd pas, cela se sème. De retour chez eux, ils trouvèrent l'appartement intact. Les voisins les reçurent avec des étreintes sincères. Lia retourna à son école, maintenant avec plus d'amis, plus de mots, plus d'outils. Gérardo rouvrit son atelier de couture avec l'aide d'un petit fonds solidaire. Maëra reprit ses tissages et écrivit un petit cahier qu'elle intitula « Quand une couverture est un refuge », avec des conseils et des réflexions pour les mères migrantes. Ils le distribuèrent gratuitement par des réseaux solidaires. Mais au-delà de l'extérieur, le plus important était l'intérieur. La peur ne gouvernait plus. Le silence ne les emprisonnait plus. Et l'histoire qui avant était un fardeau, maintenant était un pont. Un jour, Lia trouva le cahier jaune de son père. Elle le feuilleta curieuse. Gérardo l'observait depuis la porte, sans interrompre. Quand il arriva à une page où il avait écrit « Je perdais ma fille dans le désert. Mais je l'ai trouvée dans l'étreinte. » La petite fille leva les yeux et demanda si cela était d'elle. Gérardo s'agenouilla, l'embrassa et lui dit que oui. Que chaque mot était d'elle. Que toute son histoire était un cadeau qui leur avait appris ce que signifie l'amour quand tout semble perdu. Et bien qu'il manquât encore un chapitre à raconter, il savait que l'essentiel était déjà dit. Car sa vie n'était pas seulement le souvenir d'une perte. C'était aussi le témoignage d'une recherche, d'une résistance, d'une renaissance. Une histoire qui, bien qu'elle ait commencé les bras vides, se soutenait aujourd'hui dans une étreinte qu'il ne pensait jamais lâcher. L'anniversaire de cette nuit dans le désert arriva en silence, comme arrivent les dates que la mémoire n'a pas besoin de marquer sur le calendrier, car le corps se charge déjà de les rappeler. C'était de nouveau septembre. Gérardo le sut dès qu'il se réveilla avec la poitrine serrée et le cœur tremblant. Maëra le remarqua à la manière dont il plia les couvertures ce matin-là, comme si chaque pli contenait plus que du tissu. Lia, qui avait déjà presque 5 ans, demanda pourquoi ses parents étaient si silencieux, et Maëra lui répondit que parfois, le cœur se souvient de choses que la bouche ne sait pas expliquer. Ils décidèrent de passer la journée ensemble, sans hâte, sans plan. Ils sortirent et se promener sur la place principale, mangèrent de la glace au citron, laissèrent Lia jouer au balançoire. Au crépuscule, ils s'assirent sous un arbre, regardant le ciel se teinter d'orange et de bleu. Gérardo sortit de son sac à dos le carnet jaune qu'il ne laissait jamais trop loin. Il l'ouvrit à une page blanche, écrivit une seule phrase et la passa à Maëra. Elle lui donna en silence « Aujourd'hui, je n'ai pas peur de fermer les yeux. » Ce jour-là, quand ils arrivèrent à la maison, ils trouvèrent à la porte une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main, avec des traits maladroits mais fermes. Elle était de Rosa, la mère guatémaltèque que Maëra avait accompagnée 1 an auparavant. Elle racontait qu'elle vivait maintenant à Monterrey avec sa fille.
qu'elle travaillait dans une boulangerie et que, chaque matin, avant de sortir, elle tricotait 2 tours dans une écharpe qu'elle pensait envoyer à Maëra quand elle serait prête. Elle disait qu'elle n'oublierait jamais comment une femme qui avait aussi perdu sa fille fut capable de l'aider à retrouver la sienne. Maëra serra la lettre comme si c'était un message de quelqu'un dont elle n'attendait plus de nouvelles. Elle ne dit rien. Elle s'assit simplement, avec Lia sur ses genoux, et commença à lui raconter une histoire. Pas celle de sa traversée, pas celle du désert, mais une nouvelle, celle d'une petite fille qui avait été 2 fois, une du ventre et une du silence. Et cette nuit-là, pour la première fois, Lia ne se réveilla pas en pleurant. Dans les mois suivants, la famille continua de grandir de l'intérieur. Gérardo publia une compilation de ses textes, qui fut éditée par une coopérative de journalistes indépendants sous le titre « Nous dormons avec elle. Nous nous réveillons les bras vides ». Le livre fut distribué dans des bibliothèques populaires, des écoles rurales et des groupes de soutien aux migrants. Il ne cherchait pas la célébrité, mais à être un outil, un phare pour ceux qui cherchaient encore dans la nuit. Maëra, de son côté, fonda avec d'autres femmes le collectif Mères du Chemin, qui offrait orientation, réseau de soutien et assistance émotionnelle aux femmes migrantes qui traversaient le Mexique. Elle organisa des ateliers de tissage où, maille après maille, les femmes partageaient leurs histoires, pleuraient sans honte et se remettaient à rire. Avec timidité. Là-bas, les couvertures n'étaient pas seulement des couvertures. C'était en bouclier. C'était Nogar. Lia commença l'école primaire avec une assurance qui désarmait ceux qui connaissaient son histoire. Elle apprenait vite, posait beaucoup de questions, avait une sensibilité particulière. Un après-midi, la maîtresse envoya à la maison une note disant que Lia avait consolé un camarade qui pleurait pour sa mère, avec une phrase qui surprit tout le monde. « Tu n'es pas seul. Moi aussi, tout me faisait mal. Mais après, j'ai appris à respirer avec mon cœur. » Quand Maëra lui donna cela, elle comprit que l'histoire de sa fille ne l'avait pas brisée. Elle l'avait fortifiée. Et ce fut ainsi que, peu à peu, ce qui avait commencé comme un cauchemar sans nom se transforma en un chemin de reconstruction. Un sentier marqué par la compassion, la tendresse et la décision ferme de ne pas garder le silence. Gérardo et Maëra comprirent qu'ils ne seraient plus jamais les mêmes, mais qu'ils ne voulaient pas l'être non plus. Parce que la douleur, bien que déchirante, nous avait aussi rendus plus humains. Et dans un monde qui si souvent tourne le dos à la souffrance, être humain est une forme de résistance. L'histoire de cette famille ne se termine pas ici. Parce que les histoires vraies ne se terminent jamais. Elles se ramifient, se transforment, se transmettent. Ce qui fut autrefois un cri de désespoir au milieu du désert est aujourd'hui un témoignage d'espoir qui marche, qui embrasse, qui construit. Si cette histoire a touché ton cœur, nous t'invitons à la partager. Chaque fois qu'une histoire comme celle-ci est entendue, le mur d'indifférence qui nous sépare se brise un peu. Aime, abonne-toi à la chaîne Mexico Prohibido et active les notifications pour recevoir plus d'histoires qui nous rappellent que, même au milieu de l'obscurité, il y a toujours une lumière possible. Et si tu connais quelqu'un qui traverse un chemin difficile, ne le laisse pas seul. Parfois, il suffit d'un geste, d'un mot, ou simplement d'être présent, parce que personne ne devrait se réveiller les bras vides sans qu'il y ait quelqu'un de disposé à chercher. Merci de nous avoir accompagnés. Ici, on ne raconte pas d'histoire pour divertir, mais pour éveiller, pour semer, pour ne pas oublier.